Il est 20 heures, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 en direct de Garoua. Découvrons les titres de ce 20 heures. À la une de l'actualité, l'Israël a mené le 13 juin une opération audacieuse en frappant des sites nucléaires, des usines de missiles balistiques et des commandants militaires iraniens dans le but d'entraver les ambitions atomiques de Téhéran. Découvre dans ce 20 heures également un mouvement d'humeur au Cameroun pour faire entendre leur voix. Les mototaxis avaient bloqué les zones d'Akwa, Bali et bien d'autres suite à un mouvement de protestation à Douala dans le premier arrondissement de la ville. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, démarrons ce 20 heures avec l'Israël qui vient de déclarer avoir frappé vendredi 13 juin des sites nucléaires, des usines de missiles balistiques et des commandants militaires iraniens dans le cadre d'une opération visant à empêcher Téhéran de développer une arme atomique. Les forces armées iraniennes ont assuré qu'elles n'auront pas de limite dans leur réponse. Reportage Slova Gazi. Après donc la première vague de missiles, ici on parle de plusieurs centaines de missiles donc lancés contre Israël. Une demi-heure après, c'est une seconde vague de missiles qui a été lancée. Les médias iraniens affirment que non seulement Tel Aviv, mais aussi Jérusalem, mais aussi la ville de Haïfa sont visés par cette seconde vague de missiles lancés contre Israël, mais également des sites militaires dans différentes régions israélienne, des informations qu'on n'arrive pas à continuer bien sûr depuis Téhéran. Donc l'Iran a décidé de franchir le pas avec une attaque d'envergure pour répondre donc aux attaques israéliennes qui continuent toujours en ce moment même contre la capitale iranienne, puisqu'on entend des bruits d'explosion de là où je suis. On entend bien sûr les bruits d'explosion dans différents quartiers de la capitale iranienne. Les médias iraniens parlent également affirme également que les forces armées iraniennes avaient abattu deux avions israéliens, deux avions F-35 de l'armée israélienne, mais on ne connaît pas le sort des pilotes selon donc les autorités militaires iraniennes. C'est une information qui doit être bien sûr confirmée puisqu'on n'a pas vu encore les images de ces avions qui auraient été abattus dans différentes régions du pays. Et on y reviendra un peu plus tard dans ce journal. Effectivement, vous l'avez dit, plusieurs régions iraniennes ont été touchées. À l'instant, l'armée israélienne dit avoir notamment démantelé une usine d'uranium à Ispahan. Comment la population iranienne réagit-elle? Est-ce qu'elle se prépare à une guerre qui sera de toute évidence longue, qui va durer au moins plusieurs jours? Alors, c'est une grande inquiétude, bien sûr. Alors, les autorités disent que la population est unie et donc pour soutenir le pouvoir, pour répondre aux frappes donc israéliennes. Mais il y a bien évidemment une grande inquiétude qu'on s'installe dans une véritable guerre qui va durer longuement, surtout avec le risque d'entrer en action des États-Unis donc pour soutenir Israël. Les responsables iraniens avaient affirmé depuis plusieurs semaines que si jamais les États-Unis entraient en guerre et frappaient des cibles en Iran, à ce moment-là, il y aurait donc des frappes contre les bases américaines dans la région. À ce moment-là, il y aura vraiment un risque d'embrasement régional qui pourrait affecter la vie de tous les jours des Iraniens, puisque les responsables israéliens ont affirmé que désormais des sites économiques, des installations économiques pourraient également être visés par les frappes israéliennes. Donc on s'installe vraiment dans une situation de crise majeure et d'embrasement militaire entre les deux pays, mais aussi peut-être dans les prochains jours les États-Unis. Revenons au pays. Douala, journée agitée dans le premier arrondissement de la ville, interdiction de circuler dans certaines zones, port obligatoire du choisible, les frais de fourrière à hauteur de 30 000 francs CFA et autres sont les tracasseries dont font face les transporteurs urbains par moto-taxi dans le premier arrondissement de Douala. Les détails de cette journée folle à Douala avec Baudelaire Moifo.
Déploiement impressionnant des unités opérationnelles des forces de sécurité anti-émeute. Le boulevard Bonacoman est bloqué par un mouvement d'humeur des transporteurs urbains par moto-taxi. Nous sommes là dans le premier arrondissement de Douala. La pomme de discorde, c'est l'interdiction de circulation et l'obligation du port du chasuble qui divise les transporteurs urbains par moto-taxi et la mairie de Douala premier. Bon, il y a une façon de rapprocher les bicycleurs aussi, mais ce n'est pas avec la violence qu'on rapproche les bicycleurs, on commence à arrêter les motos, ils sont facilement. Comme le matin aussi. Interdiction de circuler pour les motos-taxis dans les zones de Bali, Bonanjor, Bonapriso, Akwa et autres. Et c'est du pain béni pour certains agents de la commune de Douala premier de racketter les transporteurs urbains par moto-taxi. Port obligatoire du chasuble. Un accord entre l'adjoint au maire de Douala premier et certains syndicats des moto-taxis aurait été signé. Mais le flou persiste. Est-ce que c'est le marché qu'ils ont créé avec le deuxième adjoint au maire? Est-ce que Yaoundé est au courant? Le ministère des Transports est au courant? Il vient signer avec les syndicalistes qui ne sont pas reconnus par les bicycleurs. Non, j'ai fait 23 ans de la moto dans la ville de Douala. Je ne reconnais aucun syndicat. Et dans la ville de Douala premier, c'est une zone commerciale qu'ils doivent comprendre. Et ils ne connaissent pas la valeur de la population. La population souffre. La population souffre. Est-ce qu'ils connaissent comment la population camerounaise vit? En tant que moi qui a fait 23 ans, qui sait comment je vis dans la ville de Douala? Il ne le sait pas. Donc il cesse de déranger les gens. Il aimerait qu'on amène la solidarité entre nous les bicycleurs, les forces quand on arrive au moto comme ça, on peut libérer. En tout cas, on ne fait pas une vidéo comme ça, ils vont pas libérer nos motos. Chaque fois, ça va se reproduire la même chose. Parfois, ils nous demandent les papiers, quand ils écrivent l'assurance, ils permis de conduire. Et quand on nous donne parfois du rien pour mettre ça, ils ne sort pas. Et rien d'ailleurs qu'on nous demande de verser, c'est 30 000 francs. 30 000 francs qu'ils nous demandent. 30 000 compte reçu? Oui. Une moto saisie paye au moins 25 000 francs CFA de frais de fourrière pour le retrait. Et chaque jour, plus de 50 motos sont saisies et relâchées après paiement. Le calvaire était de trop pour les acteurs de ce secteur d'activité. Alors où nous quittions les lieux du mouvement d'humeur, les tensions avaient baissé, mais les transporteurs urbains par moto-taxi demandent aux autorités compétentes de voir clair dans cette ANA organisée par la municipalité de Douala premier. Un communiqué de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille condamne fermement les activités du site internet GDLO qui promeut la débauche et la prostitution des mineurs. Les autorités appellent à la vigilance et à la responsabilité collective pour protéger les jeunes filles et les femmes vulnérables. Les précisions dans ce reportage de Gisèle Onguené et Akono Bida. Web qui fait l'actualité. Prostitution et proxénétisme ont fait leur nid sur la toile via Dolo. Les profils inquiètent. Le nombre d'inscrits va croissant, plus de 6 000 à date. Le gouvernement frappe du poing sur la table à travers un communiqué du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Nous avons reçu un signalement, nous l'avons visité. Depuis que Madame le ministre a publié ce communiqué, on a l'impression que les langues commencent à se délier. Nous allons poursuivre les investigations, évidemment en collaboration avec les acteurs étatiques compétents. Cette jeunesse prise au piège dont de nombreux mineurs exploités sexuellement par des adultes. On estime qu'avant 18 ans, le discernement n'est pas total. Donc ces enfants-là, les moins de 18 ans, ils sont totalement victimes. Nous pensons que du fait de leur minorité, ils sont ici dans la posture de victime. Dans ce genre de situation, il faut toujours considérer l'enfant comme une victime, jamais comme l'auteur principal du fait récriminé. Le membre du gouvernement exhorte les parents à plus de vigilance et à s'impliquer davantage dans le quotidien de leurs enfants. Nous invitons les parents à ce que nous avons appelé la parentalité positive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être parent. Vous voyez votre enfant qui mène un rythme de vie princier, alors que vous savez que ni vous ni votre épouse n'avez injecté les moyens à cet effet. Ça doit pouvoir attirer l'attention. Dans ce communiqué signé le 4 juin dernier, le professeur Marie-Thérèse Abnondois appelle également à la fermeture du site web et à l'identification des promoteurs. Par ailleurs, une ligne verte d'assistance aux enfants est ouverte pour toute dénonciation, le 116. Parlons d'autre chose dans ce journal, mesdames, messieurs, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Le Cameroun s'engage pour soutenir les personnes atteintes d'albinisme avec des cheveux presque blancs
et une sensibilité accrue à la lumière, ces individus font face à des défis uniques, souvent liés à des discriminations. Suivons ce reportage de Delphine Fonkou, Téné et Raoul Fonkoué. Ils sont pour la plupart unis par ces traits. Peau blanche, iris vert marron clair et cheveux roux, mais se distinguent par un type d'anomalie. Certains albinos sont victimes d'albinisme oculaire et d'autres d'albinisme oculocutané. L'albinisme oculocutané, on va le dire trivialement, c'est l'albinisme qui touche en même temps les yeux et la peau. Un peu comme moi, mon iris n'a pas de mélanine et ma peau aussi. Pour l'albinisme oculaire pur, il touche essentiellement les yeux. Donc l'iris seul n'a pas de mélanine. Que l'on soit dans une catégorie ou dans une autre, les albinos et le soleil sont ennemis. Afin d'éviter certaines maladies telles que le cancer de la peau, les bons blancs, comme on les appelle trivialement, sont obligés d'adopter certaines habitudes. Il faudrait déjà adopter un style vestimentaire qui réponde à cela, avoir des protections solaires, porter des vêtements longs et se couvrir systématiquement. À l'occasion ce 13 juin de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, les albinos de l'amicale des femmes Albibel donnent une dose de motivation à leurs sœurs. La femme se doit d'être une bonne mère, une bonne maman. Donc, qu'on soit une personne albinos ou une personne à la peau noire, on se doit de remplir toutes ces conditions pour être une bonne femme au foyer. Nous sommes de belles femmes, nous sommes des femmes bien dans leur tête. Donc, quand on peut se faire plaisir, on se fait belle. Pour rappel, l'albinisme est une affection génétique caractérisée par une production insuffisante de pigments qui colorent la peau, les yeux, les poils et les cheveux. Posons nos valises à présent dans le septentrion au Cameroun pour parler de la crise sanitaire. Le nord du pays est confronté à une aggravation de la situation sanitaire, mettant en péril la vie de nombreux habitants. Dans certaines localités, des pertes humaines surviennent en raison des conditions d'accès aux soins de santé, notamment l'état dégradé des routes, la distance à parcourir et le manque de moyens de transport adéquats. Plus de précisions dans ce reportage de Zaïdo Ahmadou. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir.
Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouti a rencontré en audience Cheikh Kanté, directeur de la division régionale Afrique de l'Ouest et du centre du groupe de la Banque mondiale. Les discussions ont porté sur les priorités et les perspectives de coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale, visant à renforcer les liens institutionnels et à soutenir les projets de développement dans le pays. Reportage Laurentine Bengono. La Banque mondiale commence une nouvelle année fiscale le 1er juillet prochain. Normal donc pour le Premier ministre chef du gouvernement qui suit de près la coopération entre le Cameroun et le groupe de la Banque mondiale d'être à la pointe de l'information. Nous avons un gros programme, un portefeuille assez large qui vaut plus que 4 milliards de dollars des États-Unis. Donc le Premier ministre comme à l'accoutumée, souhaite entendre directement de nous comment ce programme se déroule sur le terrain. Donc nous avons discuté des grandes priorités que ce programme soutient. Au regard des résultats enregistrés, le Cameroun devrait être parmi les pays bénéficiaires des ressources de l'IDA 21. C'est le cycle de financement concessionnel qui s'ouvre. Et dans ce cycle-là aussi, nous souhaiterions positionner la République du Cameroun comme un des pays bénéficiaires. Et donc pour continuer à soutenir donc, la stratégie nationale SND 30 et surtout soutenir ces activités qui sont donc porteurs de croissance et de créatrices d'emplois pour les jeunes. Au demeurant, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouti et son hôte se sont félicités de la densité de cette coopération. Elle touche à des secteurs aussi variés que l'énergie, les transports, l'éducation et la production sociale. Restons toujours dans la capitale politique du Cameroun, aménagement de la voirie municipale de Yaoundé 7e. Les inondations qui avaient plongé la population dans l'impasse semblent enfin trouver une solution durable après le dépôt de 11 milliards de francs CFA par la présidence de la République pour financer les travaux de réhabilitation. Le lancement officiel a eu lieu en présence du préfet de Foundi et de plusieurs personnalités éminentes de la ville. Les précisions dans cet élément que nous propose Ben Chris Moun. À Etetak, dans l'arrondissement de Yaoundé 7, on se penche enfin sur ce carrefour, célèbre pour son état habituel de décrépitude et de cause d'inondation. Adam, le constat est clair et visible de tout. Une activité économique jadis florissante en berne, une voirie complètement impraticable. Les eaux de Mokolo, ça descend ici, les eaux de Tétac descendent là, les eaux de Yaoundé 2, etc. se retrouvent ici. Sauf que le nid étant très petit, les eaux ont tendance à sortir de leur nid et ça envahit la chaussée. Selon l'entreprise chargée des travaux de cette zone dégradée depuis des décennies, la résolution de ce problème passe par une approche nouvelle. Pour résoudre ce problème, il faut lever les côtes de la route, c'est-à-dire il faut soulever la route et faire un vrai train qui va récupérer tous les eaux. C'est la raison pour laquelle on a acheté cet engin, pour pouvoir créer un grand nid et le bétonner de manière à ce que les eaux coulent très facilement et que nous ayons plus de l'eau qui va stagner sur cette chaussée. Nous allons sortir une nouvelle technologie, ça va se faire en béton 450 avec des fers de 14. Ce n'est pas une route en béton bitumineux que vous allez voir ici, vous avez des sections avec des pavés. Le budget des travaux qui ont été lancés ce jeudi est évalué à 11 milliards de francs CFA, dont 8 sont un financement de la présidence de la République autorisé le 22 mai dernier. Un projet sur lequel le commandement territorial du Foundi assure avoir un droit de regard. Je vous interpelle, disais-je, à faire preuve de responsabilité, de sérieux dans les engagements qui sont les vôtres, pour que ce marché se réalise dans le strict respect des normes et de la réglementation en vigueur, afin qu'il soit livré à date, c'est-à-dire dans les 24 mois, sinon moins. La durée de construction du drone de 3200 mètres prévue entre le carrefour Mek et le quartier Ahala et les autres travaux de réhabilitation a été arrêtée à 2 ans.
Direction à présent dans la région Château d'Eau du Cameroun pour parler de l'agriculture. Cette fois-ci, les femmes de la région de l'Adamawa produisent chaque année plus de 2500 tonnes de céréales, mais doivent faire face à des défis climatiques qui entravent leur rendement. Des actions humanitaires viennent en soutien à ces véritables Amazones de l'agriculture, visant à améliorer leurs conditions de travail et à renforcer leur résilience face aux aléas climatiques. Plus de précisions dans ce reportage de Saïdou Amadou. Dans la région de l'Adamawa, au Cameroun, les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole. Chaque année, elles contribuent à la culture de plus de 2500 tonnes de céréales. Un véritable pilier pour leur famille et leur communauté. Ces agricultrices sont souvent les gardiennes des traditions et des savoir-faire ancestraux. Grâce à leur travail acharné, elles nourrissent non seulement leurs proches, mais également le marché local. Rencontrons Marie, une agricultrice passionnée qui cultive du maïs et du mil. Elle nous parle des défis qu'elle rencontre quotidiennement. La difficulté première, c'est la perturbation climatique. Comme vous le voyez, sur 5 épis de maïs, 3 sont affectés par la perturbation, prolongation de pluie. Et donc sur 5 épis, on a 2 bons maïs. Ça doit rendre difficile la production. Si des initiatives locales ont vu le jour pour soutenir ces femmes. Des formations en techniques agricoles modernes leur permettent d'améliorer leur rendement tout en préservant l'environnement. Pareil, nous a été offert par la compagnie fermière, la CFC. Et sont eux qui nous ont préfinancé la culture avec l'engrais que nous devons rembourser en nature, donc avec le maïs. L'appareil a été conçu vraiment à notre guise parce qu'elle est graine sans toutefois casser les graines de maïs et elle est très rapide. Les céréales produites par ces femmes ne nourrissent pas seulement leur famille. Elles sont également vendues sur les marchés locaux, contribuant ainsi à l'économie régionale. Leur travail est une source d'inspiration pour toute une génération. En soutenant ces femmes agricultrices, nous investissons dans un avenir meilleur pour l'Adamawa et au-delà. Qui cherche l'amour sur jet de l'eau risque de se retrouver sur le lit d'un inconnu riche avec des femmes là. N'oubliez pas, même les plus belles robes ne cachent pas les mauvaises intentions. Mieux vaut un cœur sincère qu'une vie de luxe en solitaire. Attention, car le dehors est rempli des hommes de mauvaise foi et vous risquerez de transformer votre corps en des asticots. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition spéciale 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Gawa, quartier Plateau. On diarama.